Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, le point lecture du mois d'octobre 2021 qui arrivera sûrement en retard et j'en suis vraiment désolée, mais en ce moment c'est vraiment trop compliqué à gérer niveau timing. Et sans plus tarder, malgré la qualité de lumière qui est pas ouf, je vais vous présenter les lectures qui m'ont accompagnée pendant ce mois. Alors, je vais essayer d'être concise. J'ai l'impression de dire ça à chacune de mes vidéos. Mais je vais essayer d'être concise parce que j'en ai lu pas mal. J'ai déjà dû faire un tri. Je voulais pas perdre du temps à vous présenter des livres où je me sentais pas assez confiante pour en parler, où j'avais pas assez apprécié pour pouvoir vous en parler avec mon cœur. Donc je vais essayer d'être concise dans mes résumés. Je suis désolée par avance si ça en gêne certains qui aiment peut-être plus les résumés détaillés. Et je vais tout d'abord vous parler de Les Étincelles Invisibles de Elle McNichol, paru aux éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium. Dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Addie. Addie, c'est une jeune fille, elle est autiste et elle vit donc dans un petit village qui s'appelle Juniper. Il me semble que c'est en Écosse. Et elle n'est pas forcément la plus acceptée dans la classe du fait de sa différence. Les autres élèves la rejettent, ne la comprennent pas et même sa professeure se montre vraiment maltraitante à son encontre. Donc dans toute cette atmosphère, on comprend que Addie a des difficultés à faire face, à comprendre pourquoi les gens sont aussi méchants vis-à-vis d'elle, pourquoi même sa prof se lie contre elle. Malgré tout l'amour que sa famille lui porte, bah forcément ça va lui peser au quotidien. Jusqu'au jour où lors d'une leçon de sa professeure, elle apprend que dans la petite ville où elle se situe, des femmes ont été accusées pendant le Moyen-Âge d'être des sorcières et ont été châtiées, généralement brûlées. Forcément, cette histoire de différence, de chasse aux sorcières et de chasse à la différence, cette idée un peu d'intolérance durant l'époque du Moyen-Âge, ça va heurter et entrer en résonance avec l'histoire personnelle d'Addie, qui va se mettre en tête que il faut rendre hommage à ces femmes en dressant un monument qui rappellera leur histoire, le sort qu'elles ont subi et le pourquoi du comment. Malheureusement, elle va se heurter au mépris de certains adultes, de certains camarades de sa classe qui comprennent vraiment pas pourquoi soudainement elle se passionne pour cette histoire. Elle va donc devoir se battre pour ses idées, pour ses convictions, pour cette histoire de sorcière et pour son histoire personnelle. C'est vraiment une histoire d'acceptation, de tolérance, c'est vraiment un très très beau message très fort qui est véhiculé à travers ce roman et surtout auprès d'un lectorat de base plutôt jeune. Je pense vraiment que c'est une petite pépite qui mérite de figurer dans votre bibliothèque, justement parce qu'elle porte un message très fort, universel, qu'il faut propager au maximum. Les personnages, je n'en parle même pas, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce roman parce que en plus d'Addie qui est vraiment très réaliste, on ne verse pas dans le pathos, je sens qu'on essaye vraiment d'approcher au maximum la question de l'autisme, de coller au maximum au quotidien à la réalité du quotidien des personnes autistes, au rejet qu'elles peuvent subir au quotidien. Il y a vraiment une sensibilité par rapport à l'autisme qui est délivrée par l'autrice dans ce roman, qui d'ailleurs je pense est concernée de près ou de loin par l'autisme, je pense. Et en parallèle de ça, il y a aussi toute une question sur la relation que Addie peut avoir avec ses deux sœurs aînées, avec qui c'est plutôt compliqué parfois parce que toutes les deux vont aussi avoir des phases où elles vont connaître de nouvelles expériences et ça va les chambouler. Elles vont se poser des questions sur leur propre vie, sur leur propre parcours et sur celui de leur sœur. Ça va vraiment être une histoire d'amour fraternel, ou je sais pas comment dire, une histoire de sororité entre sœurs, de compréhension mutuelle, d'appréhension mutuelle, de tolérance. Voilà. Le style d'écriture est accessible puisque, je le rappelle, de base c'est destiné à un public relativement jeune, donc on n'a pas vraiment de très grandes phrases qui sont trop littéraires, j'ai envie de dire. Ça n'enlève rien à la portée du message, à la beauté du texte et au personnage. Et comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt réaliste, on cherche pas à viser le pathétique, le pathos, on va au plus près de la réalité et on essaye vraiment, je pense, de sensibiliser le jeune lectorat à la question de l'autisme, aux problématiques auxquelles les personnes autistes sont confrontées, afin de prôner la tolérance et de répandre tout simplement cette valeur auprès d'un plus large public. Donc je pense que vous vous en doutez, ça a été une très très bonne lecture et je vous le recommande vivement. Même si vous êtes un adulte, ça peut tout à fait vous parler. Par la
suite, dans ce mois d'octobre, je me suis tournée vers Sauver Mina de Catherine Cuenca, si je le prononce bien, aux éditions Scrineo. Cette intrigue va se passer plutôt vers les années 2014-2015 et dans ce roman, on va suivre l'histoire de deux sœurs dont les parcours de base sont liés et vont peu à peu se séparer puisqu'elles sont toutes les deux yézidis en Irak au moment où Daesh arrive et bouleverse le quotidien de très nombreuses personnes qui vont être obligées de fuir leur maison, de fuir leurs proches et de faire face à une violence sans nom. Parce que pour les djihadistes, les yézidis sont considérés comme une secte démoniaque, comme les fruits du démon. On va suivre d'un côté Amal, qui est donc une jeune fille, qui a pour demi-sœur le second personnage qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'appelle Mina. Elles ont un an de différence, elles ont 16 et 17 ans toutes les deux. Et Amal va échapper de peu à la rafle organisée par les djihadistes. Elle va passer à travers les mailles du filet et réussir à gagner un endroit un peu plus safe, j'en ai envie de dire. Tandis que sa sœur Mina ne va pas avoir la même chance et va se retrouver sous la coupe de djihadistes qui vont en faire tout simplement un objet sexuel, une esclave sexuelle, et vont la vendre, vont la balloter d'un point A à un point B dans une violence qui n'est pas cachée dans ce roman, qui je pense n'est pas clairement et toujours très précisément énoncée, mais je pense que c'est suffisamment efficace pour que l'adolescent, le jeune lecteur et également l'adulte comprennent vraiment ce qui se passe. Amal va rapidement comprendre que sa sœur a un triste sort et va donc se décider à tout faire pour sauver Mina des mains de ces djihadistes, et ça va être ni plus ni moins que l'histoire donc de ces deux sœurs qui vont essayer de se retrouver, qui vont essayer de faire face à une violence quotidienne, à des crimes de guerre qui sont vraiment atroces, et elles vont tenter de survivre et de se retrouver tout simplement. C'est un roman qui pour le coup est peut-être pas très facile à proposer et à conseiller, mais il est quand même intéressant au niveau du sujet puisqu'on va aborder une problématique qui nous touche encore aujourd'hui, qui est malheureusement encore d'actualité et qui peut permettre à certains adolescents, certains adultes aussi, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les violences qui sont faites aux femmes quotidiennement, parce que malgré les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose dont on peut être averti. C'est de plus en plus le cas, mais un jeune public sera pas forcément enclin à taper Daesh et à essayer de chercher à approfondir vraiment ce qui se passe, et je pense vraiment que ce roman peut faire office de, de déclencheur pour sensibiliser, pour essayer de pousser ces adolescents à comprendre ce qui se passe autour d'eux, et ces adultes également. J'aime pas trop restreindre un livre à une tranche d'âge, donc je risque souvent de me reprendre moi-même. C'est plutôt accessible et entraînant parce que de base, c'était prévu, je pense, pour un lectorat plutôt jeune. Le fait qu'on ait le personnage de ces deux sœurs qui ont vraiment deux destins qui sont différents, qui connaissent pas les mêmes parcours mais qui vont être confrontés à des violences qui se retrouvent dans les deux cas, je pense vraiment que c'est une super bonne idée de la part de l'autrice qui va vraiment permettre au lecteur, au lectorat d'appréhender plus complètement, j'aurais envie de dire, ce qui se passe, le combat de certaines femmes, les violences qui sont faites à certaines autres. Je pense quand même que parfois c'est romancé un petit peu. Je dirais que contrairement au premier roman que je vous ai présenté, il y a une part de fiction qui est pas toujours très agréable parce qu'on le sent justement que ça sonne un peu faux, mais comme la majeure partie du roman reste réaliste, que on sent que l'autrice a fait des recherches, qu'elle a vraiment essayé de présenter quelque chose de concret à son lectorat, ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a ces éléments un peu fictionnels qui peuvent contraster et donc vous titiller un peu pendant votre lecture. Je dirais que c'est le seul bémol que j'ai rencontré pendant l'histoire. Mais sinon c'est une très très bonne lecture et je vous le recommande vivement parce que c'est un texte qui est encore d'actualité, comme je le disais, qu'il est nécessaire de proposer aussi bien à des adultes qu'à des adolescents, et je vous invite vivement à le lire vous-même si j'ai réussi à vous piquer, à piquer votre curiosité avec mon résumé qui n'est pas forcément, très attrayant, j'en ai conscience. Ensuite, j'ai lu Un crime sans importance de Irène Frein, qui est là paru aux éditions Point. Dans ce roman, ça va être quelque chose de très intime qui va nous être livré, puisque l'autrice elle-même va nous parler de son histoire et plus particulièrement de son histoire avec sa sœur. Irène Frein a donc
une sœur qui malheureusement a été assassinée alors qu'elle était chez elle et qu'elle évacuait ses occupations quotidiennes, avec une certaine sauvagerie d'ailleurs, et ça va profondément marquer l'autrice qui a décidé d'écrire une sorte de journal intime, qui est donc juste ici, de façon à retracer son parcours, que ce soit au niveau de son deuil mais aussi son parcours judiciaire, avec toutes les violences que ça implique, avec toute la lenteur que ça implique également. Et c'est ni plus ni moins que un livre très intime, une sorte de journal intime qui va nous parler de tout ça. Ce roman, pas forcément le meilleur résumé, mais voilà. Il faut savoir que Irène Frein est issue d'une famille où vraiment le silence est un peu dominant. Elle est un peu exclue même de sa famille, elle n'arrive pas trop à communiquer avec eux, elle est pas très proche d'eux. Et par conséquent, ce roman, ça s'est un peu imposé comme le moyen pour elle d'exorciser ce qui se passait, de comprendre son histoire, de comprendre celle de sa sœur, comment les liens entre elles se sont un peu distendus au fur et à mesure des années. Et j'ai trouvé que au niveau de la démarche, au niveau du message véhiculé par ce roman, c'est vraiment très touchant. C'est vraiment un roman qui va pas vous laisser insensible, qui peut toucher tout le monde, puisque le deuil, on a tous été confrontés d'une façon ou d'une autre, je pense, pour une grande partie. Et l'aspect lenteur judiciaire et violence judiciaire, je pense que pareil, on a tous connu, ou de près ou de loin, une affaire qui peut nous rappeler celle dont Irène Frein va nous parler. C'est très intimiste, c'est poignant, du coup c'est une lecture qui va vous marquer. Le style d'écriture est plutôt fluide, puisque comme je le disais, c'est une espèce de journal intime. Du coup l'autrice va vraiment coucher ses pensées au fur et à mesure qu'elles se déroulent, ce qui va peut-être permettre à plusieurs lecteurs de s'accrocher vraiment à ce qui se passe, d'appréhender l'intériorité de l'autrice, ses pensées, de se rapprocher un peu d'elle et de s'identifier à ce qui se passe, de s'identifier à la douleur d'Irène Frein. J'ai un peu bugué, pardon. Et en ce sens, je pense vraiment que c'est un roman qui peut plaire à de très nombreux lecteurs et lectrices, et qui est aussi, je trouve, un bel hommage fait à sa sœur et à la relation qu'elles ont eue, à l'importance que sa sœur a joué dans la vie d'Irène Frein, qui va à de nombreuses reprises faire l'éloge de cette sœur qui a marqué sa carrière d'écrivaine notamment, qui a permis que Irène Frein soit encore debout aujourd'hui, qui a vraiment été d'une importance incroyable et qui malheureusement est morte dans des circonstances atroces. Généralement, c'est pas des lectures très gaies que j'ai, mais ça n'enlève rien à la beauté de celui-ci, à son côté très intime et accessible, et pour toutes ces raisons je vous le conseille vivement. Je n'ai pas le roman sous la main, mais la lecture suivante qui m'a occupée pendant ce mois d'octobre, il s'agit du coup de Charlotte de David Fuenquinos, je ne sais toujours pas comment on dit. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi parce qu'il va s'agir du coup de l'histoire de Charlotte Salomon, qui est une jeune peintre qui a évolué pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et qui a été impactée également par cette guerre, qui a connu une vie plutôt tragique dans son entièreté. Elle a vraiment été marquée par de très nombreux drames dès la petite enfance. Et ça va marquer ses œuvres également. Et j'ai lu une édition que je vais normalement vous mettre en info juste avant, qui accompagne le texte de David Fuenquinos des peintures de l'autrice, en les resituant par rapport au contexte de la vie de l'autrice au moment où elle a réalisé ses œuvres. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. C'est un roman qui vraiment ne vous laissera pas insensible. Le personnage entre guillemets de Charlotte est hyper touchant, hyper bouleversant, ça prend aux tripes. On a envie de soutenir cette jeune femme, on a envie de la voir se battre encore, et en même temps on voit ces démons qui la reprennent, qui vont la faire replonger à des moments, qui vont vraiment être omniprésents dans sa vie. Et à côté de ça, tout le côté historique qui va avoir un impact fou sur son quotidien. Elle va devoir fuir son pays pour regagner la France afin de fuir du coup les persécutions à l'encontre des juifs. Et oui, non, c'est vraiment un roman qui est très fort. Je pense que c'est une lecture qui laisse très peu de personnes indifférentes. Comme pour Un crime sans importance, c'est un sujet plutôt dur, mais en même temps essentiel et qui va vraiment toucher le lecteur. À mon sens, j'aurais envie de dire, c'est un peu une petite pépite littéraire. Ça a été un des gros coups de cœur de cette année pour le moment. Et le style de l'écriture de David Fuenquinos par rapport à ce roman est, je trouve, super efficace, puisque ça va être un texte en prose, un peu à la manière donc d'une poésie qui va donner un certain rythme à la lecture, va donner un côté haché, saccadé, et qui va retranscrire à merveille la violence, que ce soit donc historique mais également interne, émotionnelle pour Charlotte. Et donc ça a été un gros coup de cœur, tout simplement. J'ai envie de le recommander à énormément de personnes, même si le sujet est pas forcément très réjouissant. C'est une lecture qui marque, qui est bouleversante, et surtout l'édition que j'ai mis juste avant, parce qu'elle est géniale, vraiment elle est géniale. Et je trouve que ça donne une autre dimension à la peinture, même si vous n'êtes pas forcément sensible à la peinture,
comme moi, le fait de contextualiser l'œuvre, ça rend la chose plus impactante. En bref, lisez-le. Ensuite, j'ai souhaité changer un peu mes lectures parce qu'elles n'étaient pas forcément réjouissantes. Du coup, je me suis tournée vers un essai. Et je vais vous parler du coup de Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. C'est un gros oui, un gros coup de cœur, puisque Titiou Lecoq va prendre le parti de retracer l'histoire des femmes avec un grand H depuis la préhistoire jusqu'à notre époque. En n'oubliant pas de mentionner tous ces moments où les femmes sont éclipsées par rapport aux hommes, sans pour autant rentrer trop dans les détails, mais de manière à donner une première ébauche de ce que c'est que l'histoire en comptant les femmes et notamment en enlevant tous ces préjugés, notamment je pense là ce qui me vient en tête, c'est les femmes préhistoriques qui restent dans la caverne pour s'occuper des enfants, et on comprend de ce que dit Titiou Lecoq que ce n'est absolument pas vrai, qu'elles participaient activement à la vie de la communauté et qu'elles avaient même un rôle majeur. Je n'en dirai pas plus, mais pour cet essai, Titiou Lecoq va vraiment se baser sur les travaux de très nombreux chercheurs dont elle va vulgariser les propos afin de les rendre plus accessibles à un large public. Et cela avec beaucoup d'humour, des références à la pop culture, de l'humour qui va vraiment donner une certaine dynamique au texte, ce qui en fait pour moi un essai qui est accessible, vraiment très accessible. Je sais que le mot essai peut effrayer, mais il est hyper accessible, je vous recommande vivement, en plus d'être hyper intéressant. Ça peut permettre également de, si vous êtes sensibilisé par le sujet, si vous avez vraiment apprécié cet essai, j'allais dire ce roman mais cet essai, d'approfondir vos recherches par le biais donc des références qui sont mentionnées dedans, et donc de se tourner vers les travaux des chercheurs sur lesquels elle se bat. Les chapitres sont pas hyper longs et pareil, ça permet de donner un certain rythme, d'accrocher, de contribuer un peu à l'accessibilité de l'essai. Et donc en bref, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je vous le recommande mais 1000 fois parce que c'est un essai nécessaire qui peut donner notre vision de l'histoire, faire un petit récap de ce qui s'est passé dans notre histoire si on n'a plus forcément les idées très claires à ce propos. Avec cette fois-ci l'idée d'approfondir aussi la question des femmes qui malheureusement n'est pas forcément régulièrement abordée en cours. Par la suite, dans ce mois d'octobre, j'ai lu Comme nous existons de Kautar Archi. Je n'ai pas le livre, mais dans ce roman-essai, j'aurais un peu de mal à le situer. Il va s'agir d'un récit très intime, autobiographique de la part de l'autrice. Elle va notamment nous parler de son expérience en tant qu'enfant né de l'immigration, qui va évoluer dans un milieu urbain et sur lesquels les espoirs de ses parents vont reposer afin qu'elle s'insère bien dans la société française, qu'elle trouve un travail, qu'elle ait une certaine stabilité. Voilà, tout ce que ses parents désirent, c'est ça. Et à côté de ça, il y a tout ce bagage culturel qu'elle a, avec lequel elle doit, vivre sa vie malgré le racisme, malgré les obstacles auxquels elle va faire face. C'est un regard très critique, très acerbe et en même temps très beau sur son histoire personnelle, puisqu'elle va parler de ses professeurs qui ont pu tenir des propos qui ne sont tout simplement pas acceptables, mais qui, au moment où ils ont été tenus, elle était soit trop jeune, soit trop naïve, soit elle comprenait tout simplement pas la portée raciste des propos qui étaient tenus. Et c'est également très beau dans cette mesure où c'est un très bel hommage qui est rendu à ses parents, c'est vraiment un message d'amour. Elle met en avant l'héritage culturel, elle les en remercie, elle met en avant les efforts qu'ils ont faits, les sacrifices auxquels ils ont dû consentir afin de garantir un avenir réussi à leur fille. Et tout ça ancré dans un récit qui se veut plutôt, pas réaliste, mais d'actualité, puisqu'elle va notamment parler de certaines périodes comme les émeutes en 2005, les émeutes en banlieue, où l'attention des médias était attirée sur les violences que les personnes vivant en banlieue subissaient au quotidien, que ce soit au niveau policier, etc., voilà, économique. Elle va s'ancrer dans une réalité, elle va parler de son expérience personnelle avec tout ce que j'ai pu dire précédemment, donc de douceur au niveau de ses parents, mais également un côté très critique à l'égard de l'éducation qu'elle a pu recevoir de la part de ses professeurs, des humiliations qu'elle a pu subir en classe, de la part de ses camarades, mais également donc dans son quotidien. C'est un texte qui a l'avantage de parler à beaucoup de personnes, je pense, qui peut vraiment s'adresser à un très large public, mais je tiens quand même à préciser, il reste plutôt littéraire. C'est pas forcément le plus accessible des romans essais, mais il est très beau. Donc ça n'enlève rien
au pouvoir émotionnel du texte, à la portée, au message qui est véhiculé, mais voilà, ça reste quand même très littéraire et je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde. Il n'empêche que ça contribue à la beauté de certains passages qui sont très sensés, qui sont très réfléchis, qui sont superbement construits, que j'ai relevés évidemment parce que ils m'ont marqué, ils m'ont beaucoup plu, ils ont fait écho à certaines pensées, bref voilà, je trouve qu'il y a de très beaux passages, que ce soit donc au niveau déclaration d'amour à l'encontre de ses parents et des nombreux remerciements qu'elle leur fait, mais également au niveau de la réflexion sur la société en général, sur son histoire personnelle. Je pense vraiment que c'est un roman-essai qui vaut le coup d'être lu, qui est nécessaire pour avoir un regard peut-être plus critique sur ce qui se passe, sur les violences qui peuvent être commises consciemment voire pas à travers la parole ou à travers les actes, et donc je vous le recommande vivement. Je n'ai pas non plus le roman, mais j'ai lu dans ce mois d'octobre un superbe roman. Vraiment, c'est une petite pépite pareille dans mon année et dans mon mois, puisqu'il s'agit de Sorcery of Fawns, ou Fawns, je sais pas comment on dit, de Margaret Rogerson. C'est un roman classé young adult, mais qui, à mon sens, devrait plutôt être classé en tout ce qui est science-fiction, fantastique, parce qu'il mérite sa place pour un très large public, plus large que le public adolescent jeune adulte. Je m'explique. Dans cette histoire, on va se situer dans un monde fantastique où les sorciers existent déjà et où ils sont pas forcément superbement bien vus de la part des autres personnes qui évoluent dans cette société parce que on craint leur pouvoir, on craint la puissance qu'ils ont. Et à côté de ça, on va avoir dans ce pays, dans ce royaume, plusieurs bibliothèques qui ont une organisation particulière qui diverge de la nôtre. Je m'explique à nouveau. On va notamment suivre, à travers l'histoire de Elisabeth, l'organisation de ces bibliothèques qui contiennent des livres de sortilèges, des grimoires très puissants, avec différents échelons de puissance, qui parlent, qui chantent, qui agissent en fait, qui ont plus ou moins leur propre vie, mais qui doivent rester confinés dans ces bibliothèques et qui doivent être surveillés par des gardiens métier auquel aspire notre jeune Elisabeth. Elisabeth, elle n'est pas forcément comme les autres apprentis gardiens de grimoire, puisque contrairement aux autres, elle a pas été apprentie à partir de 12-13 ans. Elle a grandi au sein de cette bibliothèque depuis son plus jeune âge parce qu'elle a été abandonnée auprès d'une bibliothèque et elle a été élevée par la directrice qui a décidé d'en faire une future apprentie gardienne. De ce fait, Elisabeth connaît par cœur la bibliothèque, connaît par cœur les grimoires, elle se sent très à l'aise, c'est un peu sa maison et elle aspire donc à devenir gardienne et à succéder peut-être un jour à la directrice ou du moins à la rendre fière de tous les efforts auxquels elle a consenti. Mais le quotidien de Elisabeth va basculer le jour où on annonce qu'un magistère, je sais pas comment on dit, un sorcier très puissant nommé Nathaniel va arriver dans cette bibliothèque parce qu'il doit faire des recherches, voilà, tout ça. Sauf que comme je l'ai dit précédemment, les sorciers sont pas forcément superbement bien vus. Ce qui va attirer l'attention de notre jeune Elisabeth qui n'a jamais vu de sorcier, qui se demande comment les sorciers sont, est-ce qu'ils ont des oreilles pointues, et à partir de là, ça va être plus ou moins un gros bordel puisque va découler de cette visite des catastrophes dont la destruction de la bibliothèque puisque un grimoire va devenir complètement incontrôlable, va tout détruire et Elisabeth va être projetée dans une sorte de complot qu'elle va essayer de comprendre afin de révéler l'identité de la personne qui a délivré le grimoire parce qu'elle comprend très rapidement que si ce grimoire a su se défaire de ses liens, c'était pas par lui-même, c'était parce que quelqu'un mijotait quelque chose. Et pour se sauver entre guillemets des accusations qui retombent sur elle parce qu'évidemment voilà elle était entre guillemets la seule présente sur les lieux au moment du drame, elle va devoir se tourner vers le fameux sorcier Nathaniel avec qui elle s'entend pas forcément hyper bien, mais voilà elle va devoir quand même se tourner vers lui et va en décoller une sorte d'aventure pour découvrir un peu ce complot, ce qui se cache derrière et également une petite romance qui fait plutôt plaisir et qui change de lecture qui n'était pas forcément très réjouissante. Je vais m'arrêter là dans le résumé, je vous invite vraiment à le lire parce que pour le coup c'est un gros coup de cœur. Je m'attendais pas forcément à avoir un coup de cœur pour ce livre parce que j'avais beaucoup d'a priori, voilà je l'avoue, j'avais des a priori, j'étais pas très certaine que l'histoire soit cool, surtout que les résumés fait pas très envie. Je sais pas si le mien fait envie non plus mais voilà, j'ai bien fait quand même de m'aventurer vers cette histoire
histoire qui, pour le coup, met vraiment le livre à l'honneur. Je trouve que c'est une très belle déclaration d'amour pour le livre. Il y a une qualité d'écriture qui est indéniable. On a vraiment une dynamique, une bonne gestion de l'action, des rebondissements, du suspense, qui fait que c'est vraiment un page turner, t'as envie de savoir la suite, tu ne lâches plus le livre. Les personnages ne sont pas vides. Ça arrive souvent que dans la littérature adolescente, les personnages se ressemblent tous. Et là pas du tout, ils sont vraiment très intelligemment construits, avec des ambitions qui leur sont propres, des caractères. Bref, hein, je les ai adorés du début à la fin, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Et je vous le conseille mais 1000 fois à nouveau. Je sais que je me répète, mais je l'ai vraiment apprécié. Vous allez passer un très très bon moment. Même si vous n'êtes pas fan de romance, sachez que c'est pas ce qui est prédominant. Donc vous trouverez forcément chaussure à votre pied à travers ce roman. Et voilà, je vais arrêter d'en parler, sinon je vais m'éterniser. Évidemment, lire que des lectures réjouissantes entre guillemets, ça aurait été trop beau. Je me suis tournée vers La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman. Tout est dans le titre, hein, je pense d'emblée, vous le savez que ça va pas être très réjouissant. Aux éditions Libretto. Et l'édition est importante, je vous explique tout de suite pourquoi. On va dans cette histoire se concentrer sur le personnage d'une jeune mère de famille. Et voilà, elle vient d'accoucher. Et elle se retrouve avec son mari, son enfant, dans une grande maison qu'elle aime pas forcément pour toutes ses pièces. On va dire qu'il y a une pièce en particulier qu'elle déteste et c'est la chambre où elle va devoir dormir. Il faut savoir que cette jeune femme, on sent très rapidement qu'elle est bridée au niveau de sa vie, de son épanouissement par son mari qui essaye pas forcément de comprendre pourquoi elle est si dérangée par la tapisserie jaune de la chambre. Et petit à petit, l'atmosphère va devenir vraiment oppressante, va perturber grandement notre jeune narratrice qui couche dans ce roman ses pensées. C'est un peu une sorte de journal intime qui va retracer son effondrement, c'est les pensées qui la travaillent par rapport donc à cette chambre, par rapport à son mari qu'elle aime de tout son cœur mais qui n'est pas forcément un très bon parti au niveau de son épanouissement. Il y a notamment une phrase de la 4e de couverture que je trouve très représentatrice qui parle de séquestration physique autant que mentale, et c'est vrai que ça va être la question dans ce roman. C'est une œuvre majeure dans la littérature féministe. Il faut savoir que c'est une œuvre très particulière. Je pense que si vous la lisez telle qu'elle, il faudra plusieurs lectures avant de comprendre vraiment la portée entière du message qui est envoyé à travers cette œuvre. L'avantage avec cette édition, c'est que on a toute une partie qui va vraiment s'attaquer plus à l'histoire de l'autrice pour essayer de comprendre le sens de ce qui est raconté, le double message qui est possible, et notamment on comprend qu'il y a une dimension très personnelle qui est délivrée de la part de l'autrice, qui va parler donc de la condition féminine, notamment de la sienne, qui va parler de son expérience à travers donc ce personnage d'une jeune mère qui n'arrive pas forcément à faire face à la naissance, qui n'arrive pas à faire face à son mari qui est très contraignant. Et forcément je trouve que ça donne une autre dimension à la lecture, ça donne quelque chose de plus impactant, ça nous fait plus réfléchir également, donc je pense vraiment que cette édition est superbe. Et oui, donc c'est ni plus ni moins qu'un roman qui va parler de la condition de la femme et des violences qui lui sont faites. Et comme je pense toujours que c'est nécessaire aujourd'hui de lire des livres de ce genre, je vous le recommande vivement, dans cette édition de préférence. Par la suite, je me suis tournée vers Le Chant de Lune de Koshka. J'avais déjà lu Frères d'exil de la même autrice et ça m'avait énormément plu. Du coup, quand j'ai vu qu'elle avait réalisé un livre qui parle donc de l'autisme comme pour les étincelles invisibles, j'ai été très curieuse, je voulais voir comment elle allait aborder le sujet. Et il faut savoir que l'autrice en question a un fils qui est autiste, donc elle parle d'expérience, elle sait ce que c'est, elle ne cherche pas à rajouter une part fictionnelle à propos de l'autisme, elle essaye de coller au plus près de la réalité et de transmettre un message de tolérance. Vraiment, je dirais que c'est le mot-clé pareil dans ce roman, c'est la question de la tolérance, de l'acceptation des différences d'autrui pour un monde voilà plus beau. Dans cette histoire, on va suivre donc Henri Lajoie, donc c'est un ethnologue botaniste qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, il adore se renseigner sur la nature, sur les insectes, sur les animaux qui l'entourent, et il peut passer des heures à contempler près du lac l'écosystème autour de lui. Un jour, il va faire la rencontre d'une classe d'enfants, je crois de primaire, qui va faire une sorte de petite sortie pour apprendre un peu la nature, et de là va découler une discussion autour de la nature et des êtres qui vont la peupler. Je bafouille beaucoup, je suis désolée. Ce qui va donner lieu donc à un échange vraiment très
très productif, qui va faire réfléchir ses enfants et forcément le professeur va se dire il y a moyen de tirer quelque chose de ce monsieur, on va créer peut-être quelque chose avec lui. Dans cette classe, Henri Lajoie il va être attiré par une petite fille qui se tient plutôt à l'écart, qui est pas comme les autres, qui est un peu, oui, rejetée un peu par ses camarades, et il comprend très rapidement qu'elle appréhende la nature de façon différente, un peu plus proche de lui que les autres élèves, qu'elle a vraiment une appréhension, oui, du monde qui le fascine vraiment, qui va le fasciner, qui va le pousser à se battre pour que la classe entière accepte notre jeune Loon, pour faire en sorte qu'elle soit mieux intégrée et comprise de la part de ses camarades. Et c'est une très très belle histoire, plutôt courte quand même, puisque les chapitres sont pas forcément très longs. C'est à destination d'un public de base plutôt jeune, mais je pense que c'est un livre qui peut se lire à tout âge. C'est une petite pépite avec une très jolie couverture à nouveau, et le message qui est véhiculé l'est tout autant. Le personnage de Loon il est très beau, il est doux, et le fait que Henri Lajoie va essayer d'approcher le quotidien de cette petite, de comprendre ce qui se passe dans sa tête, d'appréhender un peu la façon dont elle-même appréhende le monde, je trouve que c'est super beau, c'est super doux, le message passe bien, les personnages sont du coup encore plus attachants, et je vous le recommande 1000 fois à nouveau. En plus c'est des illustrations de temps en temps, mais je sais pas si c'est à nouveau très visible, mais ça vient ponctuer un petit peu et ça accompagne du coup les observations de Henri Lajoie. Par la suite, j'ai lu Femme du ciel et des tempêtes de Wilfrid Nsonde. C'est complètement différent pour le coup, c'est complètement différent de la précédente lecture, puisqu'il va être question ici de, dans notre monde, de combat adulte, j'ai envie de dire, où tout commence par la découverte de la part d'un certain Noum de la sépulture d'une reine à la peau noire en Sibérie. Pour lui qui est chaman, issu d'une tribu, les Nénettes, je ne sais pas comment on dit. Ça va vraiment être l'occasion pour lui de contester une installation de gaz qui est prévue et qui va donc ravager la nature et également perturber l'activité des Nénettes. Il va donc se tourner vers des connaissances françaises, notamment donc un chercheur qui va lui-même contacter d'autres personnes afin d'aller directement sur le site et de vérifier la véracité de ce qui se passe pour pouvoir contester au niveau international donc l'installation de l'exploitation de gaz. Et évidemment ça ne va pas plaire aux industriels qui vont donc se mettre en tête de tout faire pour empêcher ces chercheurs d'arriver à bon port et de parvenir à leur fin. Ça va être ni plus ni moins qu'un récit d'aventure entre tous ces personnages qui vont œuvrer dans des buts différents autour de cette découverte fondamentale qui bouscule le mode de pensée, qui va remettre en question donc l'installation et également donner une vision particulière du monde spirituel et du lien entre l'homme et la nature. C'est vraiment un roman qui, je le résume super mal, j'en suis désolée par avance, mais qui est très riche au niveau des notions qui sont abordées. Car comme je le disais, on va aborder donc la notion de la nature, du lien de la nature et de l'homme, également la notion du capitalisme qui est prêt à tout pour ravager un territoire, qui ne voit juste le profit et qui perd une richesse, qui perd une vision du monde, qui perd de vue quelque chose de fondamental que le chaman Noum lui parvient à voir, c'est-à-dire toute cette dimension spirituelle, cet enrichissement intérieur qui est possible par le biais de la nature. Et tout ça c'est permis avec un style d'écriture qui est vraiment littéraire mais accessible. Contrairement à je ne sais plus quel roman que je vous ai présenté, je vous ai dit c'est littéraire mais peut-être pas très accessible. Celui-ci est littéraire, il propose vraiment des phrases qui sont superbement construites, qui font réfléchir, qui sont des éloges à la nature, qui sont vraiment super belles. Voilà, tout simplement, mais qui reste quand même accessible. En plus de ça, on a un rythme qui est donné à travers donc des chapitres qui sont pas forcément super longs, mais dans lesquels il se passe quand même pas mal d'actions, avec des personnages qui sont bien construits, qui ont chacun une valeur à ajouter, un message à porter. Et je pense vraiment que c'est un très bon roman qui va permettre de réfléchir, d'être inspiré, donc que ce soit au niveau des messages mais également de la qualité de l'écriture, avec des personnages qui tiennent la route, qui sont réalistes, quelques moments un peu drôles, j'aurais envie de dire, je pense notamment au nom des chiens du grand méchant de l'histoire, qui pour le coup est plutôt symbolique et en même temps c'est plutôt drôle. C'est pas un coup de cœur, mais ça n'enlève rien à la beauté de ce texte et je vous le recommande. Évidemment, je voulais pas un texte, je voulais pas rester sur des lectures un peu joyeuses, en tout cas, voilà.
j'ai voulu me replonger vers quelque chose d'un peu plus pessimiste, puisque je vais vous parler maintenant de Le Grand Silence de Jennifer Egg aux éditions Gallmeister. C'est un roman qui est d'actualité, puisqu'il va être question notamment des violences sexuelles commises au sein de l'église. Donc vous comprenez à quel point c'est d'actualité en ce moment, je pense. Puisqu'on se trouve notamment, il me semble, en 2002, au moment où un petit garçon va révéler qu'un prêtre surnommé Art, mais je sais plus son nom entier, bref, il est surnommé Art, et ce prêtre, il l'accuse d'avoir eu des gestes à son encontre et de l'avoir tout simplement abusé. On va se concentrer sur ce personnage d'Art qui va être décrit par deux points de vue, il me semble, notamment celui donc de son frère et de sa sœur. Le cadre familial va jouer un rôle majeur dans cette histoire, puisqu'on comprend très rapidement que Art et son frère et sa sœur n'ont pas eu une enfance vraiment très idyllique, qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui ont eu une influence sur le comportement d'Art de manière générale, et sur la relation qu'ils ont entre eux. Notamment que le fait que le frère d'Art va très rapidement se convaincre que Art est responsable, que c'est inacceptable, qu'il ne doit plus parler à son frère. En tout cas, voilà, il va vraiment se mettre en tête que Art est responsable. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais en étant plus ou moins persuadé que Art, voilà, est coupable de ce dont l'enfant l'accuse. Tandis que sa sœur va avoir une vision plus positive de son frère, c'est notamment raconté de son point de vue. Et elle va vraiment essayer de retracer de manière plus intime, peut-être plus, comment dire, plus pas réaliste, mais plus neutre, plus objective, l'histoire d'Art et de raconter son parcours, ce qui a pu conduire aux événements qui sont décrits dans le roman. C'est deux visions qui vont s'affronter pour raconter l'histoire d'un seul et même personnage qui est accusé de violence sexuelle à l'encontre d'un enfant alors qu'il est prêtre. Bah c'est plus efficace raconté en une phrase. Je suis désolée par avance, je suis vraiment fatiguée, du coup mes résumés sont un peu bancal. Bref, donc dans ce roman qui n'est pas des plus réjouissants, on va nous livrer cette histoire qui, comme je le disais, est d'actualité malheureusement ou heureusement, puisque la parole se libère, donc c'est une bonne chose. Mais ça va vraiment être une expérience qui va être à la fois glaçante, déroutante et en même temps, j'aurais envie de dire touchant, impactant, parce que c'est une histoire familiale, et pas que, qui va aborder donc le thème des violences sexuelles, et il y a vraiment, c'est un roman très fort, je trouve, au niveau des thématiques abordées et de la façon dont elles sont abordées. Le fait que ce soit la sœur d'Art qui va parler de son histoire, qui va retracer son parcours, qui va vraiment mettre en lumière ce qui s'est passé, je trouvais que c'était super beau, il y avait quelque chose dans ce roman, il y a quelque chose de fort dans ce roman, je saurais difficilement vous le décrire, mais il est super bien au niveau du message. En plus, il y a pas mal de mystère qui est conservé, de suspense un peu tout le long, on sait pas si Art est responsable ou pas, on essaie de comprendre en même temps que les deux personnages, dont les visions sont un peu biaisées de base, puisque chacun a une opinion qui diverge de l'autre. Et ça va vraiment être une question de savoir est-ce que Art a vraiment eu ces gestes déplacés, ce comportement inacceptable à l'encontre de cet enfant ou pas. On apprend au fur et à mesure de l'histoire, on comprend ce qui s'est passé et c'est plutôt bien ménagé tout au long de l'histoire. Il y a vraiment des indices qui sont donnés au fur et à mesure et après c'est au lecteur de comprendre avec en même temps que les personnages. Par conséquent, j'ai trouvé que de manière générale c'est un texte choc qui est réaliste et pour toutes ces raisons que j'ai pu évoquer précédemment, je vous le recommande vivement. Dernier roman de ce mois d'octobre, j'ai repêché. Je suis retournée vers du Margaret Rogerson, puisque c'est l'autrice de Sorcery of Phones, ou Phones, je sais pas comment on dit, que je vous ai présenté précédemment. Et comme j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, évidemment j'ai craqué et j'ai voulu le lire. Il s'agit de Enchantment of Ravens, je sais pas si je le prononce bien. Ou cette fois-ci on va pas s'attaquer à la question de l'art lecture, livre, mais de l'art au sens de la peinture. Dans cette histoire, on va suivre du coup Isobel qui est dans un royaume organisé de façon spéciale, j'aurais envie de dire, puisque c'est selon des saisons. Il y a cette partie du royaume où c'est organisé selon des cours, selon des saisons, et de l'autre côté, une sorte de monde un peu en dehors de ce royaume dont on parle pas beaucoup finalement, mais qui peut avoir quand même une incidence. Dans ce monde, les humains et les failles se côtoient, sauf que les failles, comme vous avez peut-être pu le découvrir dans d'autres romans, ont une certaine puissance vis-à-vis des humains. Les humains sont très faibles, voilà, tout simplement. Les interactions possibles entre les deux espèces n'amènent pas forcément de bonnes choses, puisque les failles vont avoir tendance à exaucer les vœux des humains, mais dans le mauvais sens du terme. Et tout est possible avec les failles, et du coup les humains doivent apprendre à se méfier. Et Isobel, qui a toujours grandi dans cette société, a très vite compris que son art attire les failles parce qu'ils sont incapables de créer de l'art. Donc elle va avoir la visite régulière de failles, mais
elle a développé une certaine méfiance et des techniques pour parer un peu à ce côté maléfique, malin de la part des fae qui vont souvent piéger les humains. Et donc Isobel va recevoir de très nombreux fae au sein de sa demeure qui veulent qu'elle fasse un portrait d'eux, qu'elle fige leur apparence sur une toile, chose qu'ils sont donc incapables de faire, sinon ils se transforment en poussière. Jusqu'au jour où elle va recevoir le prince d'automne, de la cour d'automne, puisque comme je l'ai dit, hein, c'est des cours selon les saisons. Et donc le prince d'automne va se rendre dans sa demeure parce que lui aussi veut un portrait de lui-même par Isobel. Il va y avoir quelque chose entre les deux, vraiment une relation qui va se créer et en même temps Isobel ne veut pas trop y croire parce que fae et humain c'est impossible, il y a une loi qui l'interdit. Sauf que certaines catastrophes vont conduire quand même les deux personnages à se côtoyer plus que voulu de base et à évoluer à travers tout le royaume. Je le dis de manière très bancale, j'en suis désolée par avance, mais ni plus ni moins que Isobel et son art vont être accusés d'avoir ridiculisé donc Corneille. À chaque fois je bug avec son nom mais avec Corneille. Et donc elle n'aura pas le choix que d'aller vers le monde des fae et donc de se mettre considérablement en danger puisque comme je le disais elle est exposée au sort et comment on dit, au charme des fae qui ont donc une capacité à envoûter les humains. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je risque de trop spoiler parce que c'est pas non plus un très gros pavé. Je sais pas s'il fait le focus, il ne le fait pas. Tant pis, vous voyez que ce n'est pas un très gros pavé. Et du coup j'ai pas envie de vous en dire trop et de vous gâcher le suspense. Sachez juste que c'est un super bon roman. J'ai quand même plus apprécié Sorcery of Thorns mais ça reste quand même une superbe lecture. Avec toujours des personnages, un univers qui sont bien construits, qui sont intelligemment construits. C'est quelque chose, enfin ce sont des œuvres qui sont plutôt singulière dans la littérature jeune adulte et c'est pour ça que j'ai tendance plus à le classer en science-fiction et fantastique parce que pour moi ça s'adresse plus à un large public, plus large que le young adulte. Et c'est un page turner où pareil l'action est savamment dosée, c'est des chapitres courts, du coup on a envie de savoir la suite, on a envie de comprendre ce qui se passe, comment ça va se terminer, est-ce que la relation entre les deux va évoluer ou pas, comment l'univers est organisé, voilà, on a envie de savoir vraiment plus sur ce qui se passe et c'est par conséquent une lecture qui se lit très rapidement, qui se dévore même avec beaucoup de plaisir. Par conséquent, comme pour le précédent roman donc que j'arrête pas de vous dire avec mon accent qui est pas ouf, donc Sorcery of Thorns, je vous les recommande tous les deux parce que ce sont vraiment deux romans qui vont traiter de l'art de façon différente mais toujours avec cette qualité stylistique et cette qualité au niveau de la capacité de l'imagination de l'autrice. Voilà, je le présente pas forcément super bien mais je vous les recommande quand même. Sur ce, moi je vais conclure cette très longue vidéo parce que je pense qu'elle va pas être des plus courtes. Malgré mes efforts, je suis désolée par avance. Je pense que très prochainement, enfin dans la mesure du possible, je vais essayer de vous proposer une vidéo soit qui va parler de mon apprentissage, soit qui va parler du prix des étudiants de France Culture auquel je participe encore cette année. Et du coup ça me permettra de faire un lien entre l'année précédente et cette année parce que j'ai déjà lu, je crois, les 4 romans sur 5 avec une déception quand même. Mais du coup je pensais quand même vous en parler sur ma chaîne parce que je pense que c'est un moyen de faire connaître le concours et de vous faire connaître également de nouveaux auteurs qui sont plutôt prometteurs. Bref, je vais terminer la vidéo sinon ça va durer 50 ans. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Salut!